Salut à tous, bienvenue sur Wargameler TV. Alors c'est reparti pour le piège de Nashmoon. Donc première partie, vous l'avez peut-être déjà vu. Sinon, bien, je vous invite à aller retourner voir la vidéo. Je vais vous mettre le lien qui s'affiche en haut à droite. Le principe, c'est que on a le retour de Arcane World Claimer. Alors la première partie de la vidéo que vous avez peut-être déjà vu, sinon encore une fois je vous invite à aller la voir, le mec insiste. Vous avez la mise en place avec les personnages, donc on reparle d'Arcane, on parle de Junit qui va être la principale tête d'affiche du côté de l'Imperium pour l'instant, et puis d'autres personnages comme ça un petit peu secondaires qui vont prendre une place de plus en plus grande. Maintenant on va arriver dans l'action. Alors première chose, on arrive sur un petit récit, souvent comme ça, c'est comme ça que ça commence en fait, ces livres de croisade, au lieu de raconter simplement historiquement un petit peu les choses, on a une petite narration. Donc cette narration, on a le capitaine alors je sais pas comment ça se prononce, Shaizan, qui s'occupe d'une petite force qui s'appelle la force Hydra 4. Et donc, comme vous le savez, il y a des petites forces qui patrouillent autour de Sangatera pour essayer de trouver, alors déjà d'accueillir dans un premier temps les vaisseaux qui viendraient en renfort ou qui fuiraient justement le piège de Nashmoon pour rejoindre Sangatera en sécurité, rejoindre les forces et aussi essayer de guetter l'arrivée de World Claimer parce que même s'il a été annoncé, eh bien ça met très longtemps. Ça met très longtemps à se passer et l'attente est vraiment pesante. Donc on a le capitaine Shaizan justement qui a les yeux injectés de sang, qui a le crâne lourd et en fait il se dit est-ce que je reprends une pilule pour me doper, pour être vigilant, et il voit qu'autour de lui forcément tout son équipage accuse en fait cette vigilance constante parce que étant dans l'attente de la guerre qui ne vient pas, de cette attaque qui ne vient pas, eh bien ça leur tape sur les nerfs forcément, ça les use. C'est aussi le but d'Arcane de préparer ça, c'est aussi pour ça qu'il l'annonce à l'avance, c'est pour tout de suite tendre un petit peu les esprits et puis les éroder avec le temps. Donc l'augure qui est là annonce un point et une translation warp. Donc il commence à se préparer, le vaisseau reprend un petit peu du poil de la bête et on sent, et c'est une fierté pour le capitaine, c'est que tout son équipage reprend l'aplomb en fait et tout le monde regagne en énergie, en compétences et se met en position pour aller analyser ce signal. Alors vous savez que les astropathes peuvent détecter à l'avance une translation warp, mais pour l'instant les vaisseaux en fait sont en train d'ouvrir cette faille warp, cette ouverture. Je sais pas si on appelle ça une faille warp d'ailleurs quand les vaisseaux se translatent. Je sais pas, tiens d'ailleurs, dites-moi parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dire cette mini faille warp qui leur permet de passer de l'espace de l'Immaterium à l'espace réel, mais on ne voit pas encore les vaisseaux. Donc l'astropathe voit à travers sa vision qu'on a 5, 6, 7, 10 points peut-être, donc 10 vaisseaux qui sont en train d'arriver. Alors c'est trop petit pour être la force d'invasion de World Claimer, mais c'est quand même assez nombreux en fait. Donc le capitaine reste en vigilance et puis dit tenez-moi informé dès que vous avez les informations, et on voit visuellement en fait les vaisseaux qui commencent à apparaître dans l'espace réel. Alors comme ils dégagent énormément de lumière, on nous apprend qu'en fait il y a un système qui permet d'occulter la lumière visible et de la filtrer pour que simplement les points lumineux, extrêmement lumineux, soient filtrés et qu'on voit simplement quelque chose de teinté. Donc c'est intéressant parce que je n'avais jamais vu cette technologie, mais en tout cas ça permet justement comme ça de pouvoir observer avec ses yeux les vaisseaux qui sortent du warp. Alors, quand on voit les vaisseaux, on voit qu'il y a un amalgame avec des vaisseaux assez hétéroclites. Alors, on a tout de suite des autorisations qui sont lancées, des signes, mais on voit que les vaisseaux ne sont pas vraiment en ordre de bataille et que la plupart sont énormément endommagés. On utilise le terme horriblement endommagés. Et en fait, les cogitateurs en fait, du vaisseau analysent et voient que la plupart des vaisseaux qui arrivent, eux, ont des défaillances critiques. Et c'est même étonnant que la plupart aient réussi à faire ce saut dans l'espace réel. Et on voit que les défaillances sont assez catastrophiques et que les identifiants, eux, sont valides, mais viennent de beaucoup d'endroits différents. Donc on a des vaisseaux qui étaient de l'autre côté de Vigilus, des vaisseaux qui étaient dans la flotte des défenseurs de Sangatera, de ce côté-là. Donc c'est assez étonnant. Malgré tout, les signaux sont valides. Donc, dans la flotte d'Hydra 4, il y a des vaisseaux qui commencent à se rapprocher pour porter secours justement aux forces de l'Imperium. Et en fait,
alors qu'il voit ses propres vaisseaux comme ça se mettre en direction de cette flottille, eh bien il se rend compte que il n'entend plus en fait son maître de bord qui était en train de donner la liste de tous les vaisseaux. Et c'est là qu'il voit énormément de points qui commencent à apparaître, 8, 10, 15, 20, 30, 40, et en fait, il voit que tous ces points sont hostiles. Et quand il voit visuellement les vaisseaux, eh bien il a l'impression d'être dans ses cours d'histoire, parce que tous les vaisseaux sortis sont ceux qu'il voyait dans son manuel à l'académie de pilotage, à l'académie de commandement, et ce sont des vaisseaux anguleux sortis de la nuit des temps d'il y a plus de 10 000 ans. Eh oui, ce sont les vaisseaux des forces impériales de l'époque qui ont été convertis, évidemment, et qui sont maintenant les vaisseaux du chaos. Et il n'a plus que le temps de comprendre, donc bien sûr, les vaisseaux qui étaient devant n'étaient que des leurs signaux ont complètement disparu, et les vaisseaux, on les voit, ils dérivent, et même ils se font percuter par l'armada de Worldclaimer qui arrive, et qui écarte violemment en fait les vaisseaux, et il a juste le temps de donner l'ordre timonier, faites demi-tour, donnez-nous un axe de fuite, et en fait, et voilà, son vaisseau explose. Alors il n'a pas eu le temps de transmettre les informations, et dans toute sa flottille, eh bien, a priori, personne n'était assez préparé, et tous se sont fait avoir par cette ruse de la flotte d'Arkin Worldclaimer, et c'est ce qui va causer beaucoup de dommages. Alors, on apprend après que les agents de Worldclaimer, ça fait très longtemps qu'ils préparent l'avance de cette flotte, l'arrivée de la flotte d'Arkin, et qu'ils se sont rendus compte en fait de la stratégie impériale. Alors la stratégie impériale, dans un premier temps, c'était de répartir l'ensemble des vaisseaux disponibles dans une sorte de sphère de protection près des points de Mandeville. C'est les points où on peut faire un saut warp de façon assez stable. Alors après, on a vu beaucoup de publications où cette limite en fait n'est pas toujours respectée. Là, en tout cas, Worldclaimer l'a respectée dans cette partie-là, parce que c'est vrai que dans Ark of Omen, moi j'avais toujours entendu que c'était le point de translation. Si on faisait un saut warp très loin de ce point-là et assez proche du soleil, de l'astre, et bien du coup ça pouvait mal se passer, très très mal, et que du coup c'était vraiment une obligation, on va dire physique, même si on se dit bah oui, mais en l'espace physique, est-ce que ça a un impact vu que c'est des translations warp? Oui, parce que quand ils arrivent dans l'espace physique, justement, il faut respecter la physique, et de fait faire une translation warp à l'intérieur d'un système trop loin des points de Mandeville et trop proche du soleil, eh bien ça pouvait être extrêmement dangereux. Mais on a vu que dans Arch Fast League, encore une fois, ces limitations sautaient un petit peu. Là, en tout cas, la limitation est toujours valide. Et en effet, l'idée de l'Imperium, c'était de créer comme ça une sphère pour pouvoir détecter le plus rapidement possible l'arrivée des vaisseaux. Maintenant, quand Junit est arrivée, elle a choisi de faire autrement en fait. Elle a dit c'est stupide de répartir tous les vaisseaux qui nous restent de façon complètement éparse, parce que ils ne vont avoir aucun impact réel. Donc le fait de connaître le plus rapidement possible le moment où arrivait Worldclaimer et où il va arriver était inférieur en termes de capacité martiale au fait de regrouper des forces pour peut-être perdre un petit peu de temps, mais au moins avoir un réel impact. Donc ce qu'elle a décidé, c'est de laisser uniquement des toutes petites flottilles avec des vaisseaux vraiment de très moindre importance, et de rapatrier tout ce qui était croiseurs lourds, vaisseaux destroyers, ce genre de classe de vaisseaux, et de les regrouper à un endroit précis, un peu plus loin, pour pouvoir agir assez rapidement dès qu'on aurait trouvé l'endroit où était l'armada. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Donc on a ces petites flottilles malheureusement qui se retrouvent vraiment démunies et ne peuvent absolument pas arrêter ni enrayer quoi que ce soit. Là on voit, alors que les vaisseaux n'ont même pas pu tirer, qu'ils n'ont rien pu faire. Après, on peut réfléchir à, mais on le voit un petit peu là, comment ça se passe, encore une fois, le combat naval. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que les petits destroyers peuvent lutter contre un croiseur à longue portée? Techniquement, non, mais de fait, est-ce qu'ils n'ont pas... qu'est-ce qui fait
qu'au final, un croiseur va vraiment pouvoir engager ses cibles à grande distance. Alors, on imagine comme ça un petit peu sans, en faisant travailler sa logique, qu'ils ont des gros canons. Enfin, on réfère à ce qu'on avait nous à l'époque. Les gros cuirassés avaient des grosses batteries de canons, donc forcément, ils pouvaient tirer un peu plus loin. Après, je trouve que dans l'univers de Warhammer 40 000, bon, ça peut être un petit peu étonnant parce qu'en fait, vous avez des vaisseaux qui font quand même plusieurs kilomètres. Est-ce que dans plusieurs kilomètres, on ne peut pas caler un canon qui permette de tirer aussi loin ou à la portée un plus ou moins maximum? Je ne sais pas. Si c'est de l'artillerie navale, bon, voilà. Mais en tout cas, le fait est qu'on va se retrouver dans ce schéma-là où les gros battleship, les gros cuirassés, les vaisseaux amiraux, eux, ont une portée de tir qui est bien plus grande, ce qui fait qu'ils sont plus puissants, évidemment, et qu'ils peuvent engager les autres à distance et du coup les détruire avant qu'eux ne puissent répondre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc pour revenir sur la ruse de Worldclaimer, eh bien en fait c'est assez amusant parce que je vous avais dit qu'il avait des façons de s'occuper en fait des seigneurs du chaos qui voulaient le menacer ou qui prenaient un peu trop de puissance ou prenaient un peu trop leurs aises. Et en fait tout simplement il leur a confié le commandement des vaisseaux qui sont désemparés. Donc au fur et à mesure de son avancée dans le piège de Nashmoon, eh bien il a trouvé des flottes qui étaient là pour lutter, donc des flottes de l'Imperium, des flottes de pirates aussi, mais surtout les flottes de l'Imperium. Et s'il y avait des vaisseaux qui étaient récupérables, eh bien, ils introduisaient en fait leurs agents à l'intérieur. Alors après, soit on torturait l'équipage pour le forcer à obéir, soit on le ventilait dans l'espace et puis on mettait des serres du chaos. Et en fait, les seigneurs qui était un petit peu trop présomptueux, et bien se retrouvaient à la tête de cette flottille-là. Donc ils avaient l'insigne honneur d'être les premiers à arriver sur le champ de bataille, mais voilà, ils se retrouvaient avec des vaisseaux qui étaient en piètre état de se battre et qui ne seraient bien sûr que des leurs. Et donc c'est ce qu'il a fait, il a capturé ces vaisseaux-là, il les a regroupés. Alors il savait bien sûr que ça ne permettrait pas de feinter l'Imperium très longtemps, mais suffisamment longtemps pour retarder en fait la prise de connaissance de l'Imperium. Et c'est exactement, encore une fois, ce qui s'est passé. On a bien vu que la flotte d'Hydra 4, eh bien, elle a mis du temps avant de se rendre compte. Et en fait, pourquoi? C'est parce que depuis déjà quelques temps, il y avait beaucoup d'agents infiltrés de Worldclaimer, et ces agents infiltrés, assez finement, ils créaient en fait des petites erreurs. C'est-à-dire que on a l'exemple d'un vaisseau qui arrive, et en fait, il envoie ses codes d'identification, sauf que l'opérateur Vox, en fait, celui qui reçoit, eh bien, comme il est débutant, on peut imaginer, alors c'est pas dit explicitement, mais moi je l'imagine comme ça, je trouve ça un peu plus intéressant, et je pense que c'est ce que sous-entend le texte, eh bien peut-être c'est un agent de Worldclaimer, donc il fait plus ou moins exprès de mal transmettre les informations, sous couvert qu'il débute et qu'il est récemment à ce poste, ce qui fait que le vaisseau va essuyer des tirs. Et bien sûr après on dit ah non, parce qu'en fait si l'erreur n'est pas mise en avant, on a simplement l'impression qu'on a détruit un vaisseau ennemi, alors que si on dit ah non, je me suis trompé, non, fallait pas le détruire, et bien en fait c'est là où on dit oh non mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, on a tiré sur nos frères, et il y a à peu près 1000 combattants comme ça qui ont été c'est pareil, tués par cet acte de négligence en fait. Et c'est ça qui est le premier acte de guerre et d'attaque, c'est de saper un peu le moral et de rendre les relations tendues, parce que une fois que cet événement a eu lieu, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un augure qui va détecter un vaisseau, donc bien sûr, il va recevoir les codes d'identification, et s'il y a un doute, eh bien il va se rappeler de cet événement. Il va se rappeler que, ah oui, il y a un doute, mais rappelle-toi, il y avait un doute parce que l'opérateur Vox était trop récent, etc. Donc on va faire une double vérification, et au lieu d'être dans le système de le code n'est pas valide ou il y a le moindre doute, on tire, on ouvre le feu, on a mis l'Imperium, Warkin a mis l'Imperium dans la situation où quand il y a le moindre doute, on vérifie quand même, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a eu des problèmes, et on n'a plus cette confiance absolue dans le code des vérifications, et cette perte de temps, cette double vérification, elle suffit pour que les vaisseaux ne puissent pas réagir et se trouvent fort dépourvus quand Arkin ne fut venu.
Alors après, bien évidemment, avec une flotte de plus d'un millier de vaisseaux, eh bien, ils n'apparaissent pas tous au même endroit. Ce serait assez stupide, puis eux-mêmes se gêneraient les uns les autres. Hein. Vous imaginez bien que si vous êtes dans cette... alors, quelle est la formation de combat? Est-ce que c'est un mur? Est-ce qu'on a tous les vaisseaux mis côte à côte, etc. Si vous avez joué à Homeworld, magnifique jeu de combat de simulation de vaisseaux spatiaux, vous voyez bien qu'il y a un impact en fait sur la disposition en fait des vaisseaux, parce que si vous les mettez en paquet, dans une sorte de boule, et bien en fait, vos propres vaisseaux sont gênés par vos vaisseaux alliés pour pouvoir tirer et engager les cibles à longue portée. Et puis après, enfin c'est bon, après il y a des tas de, bah, encore une fois, hein, la série dont je vous ai montré la dernière fois là. Les héros de la galaxie, on le voit bien en fait, suivant la disposition des vaisseaux. Il ne suffit pas d'avoir plus de vaisseaux pour gagner, il faut aussi bien les utiliser. Et avec des distances aussi grandes, eh bien, les formations des vaisseaux, c'est hyper important. Donc voilà. Donc là, Arkin a fait arriver ses vaisseaux par flotte, plus ou moins, donc dispersés. Et à chaque fois, eh bien, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que les flottilles qui étaient dans l'espace n'ont pas réussi à les identifier à temps et ont été détruites. Toutes sauf deux. Alors il y a deux flottilles où ça s'est passé un petit peu différemment. Donc il y a la flottille qui s'appelle Uralix 2. Là, ce qui s'est passé, c'est que le capitaine n'a pas entendu d'avoir de signaux de validation et tout de suite a donné l'alerte. Dès que les premiers vaisseaux sont apparus, il a donné l'alerte et il semblerait que justement ces signaux aient été captés par une station de proximité, une station de défense au bord du système, et que l'alerte a été donnée par ce biais-là, même si l'ensemble bien sûr de la flottille a été détruite. Et autre cas, celui de la flotte Bostar 11, eux en fait, dès qu'ils ont vu les vaisseaux, ils se sont éparpillés en fait, au lieu de rester groupés, ils ont vraiment poussé le maximum sur les réacteurs pour essayer de s'éparpiller le plus possible, et en fait, ils ont coupé tous signaux afin de disparaître en fait dans le noir. Et en fait, on peut raisonnablement imaginer que voilà, ils ont pu comme ça se cacher, certains ont pu survivre, et en fait, ils ont pu transmettre les informations eux aussi. Ce qui fait que ces deux informations sont parvenues à une station d'écoute. Le fait est que, alors ça s'est un peu mal passé, parce que comme les communications elles se font de façon astropathique, ce n'est pas efficace à 100%. Et ce qui fait que les astropathes n'ont pas eu le temps vraiment de se concentrer, ils ont fait de leur mieux, mais ce qu'ils ont pu transmettre comme information sont très lacunaires. Et donc, on n'est pas certain que c'est l'arrivée d'Arkin. Sauf que, évidemment, comme il y a eu deux flottes qui envoyèrent ces signaux, eh bien, ça laissait quand même penser que c'était bien l'arrivée des forces du chaos. Mais malgré tout, il y avait toujours un doute. Donc il y avait toujours cette vérification, on était en train d'analyser les choses, et puis au final, eh bien, une des stations d'écoute s'est trouvée elle-même spectatrice en fait, de l'avancée de Darkin, et a pu transmettre à Sangha Terra vraiment l'avancée, le fait que oui, ça y est, Arkin est arrivé. Alors une fois qu'on a déterminé qu'Arkin est arrivé, eh bien Junit va justement mettre en place sa tactique. Alors elle délègue à un capitaine qui s'appelle Borkil, le contre-amiral Borkil, pardon, contre-amiral, pas capitaine, contre-amiral, et elle l'a mis en fait à la tête des forces du secteur, et lui en fait va réussir par un regroupement d'informations à identifier qu'une des flottilles de la force d'Arkin se trouve un petit peu loin et un petit peu seul en bout de fil. Et en fait, eh bien, il va utiliser l'ensemble de sa force pour aller attaquer cette flottille. Bien sûr, ça sert à rien d'aller attaquer un petit peu chacune des flottilles. Là, le but, c'est vraiment de paquer un maximum de force pour avoir un effet assez important. Et ça va bien fonctionner. Parce que comme ils vont engager l'ennemi, eh bien avec des vaisseaux là de ligne justement avec des capacités offensives à grande distance, eh bien ils vont créer vraiment une zone assez dangereuse pour les forces du chaos, et elles-mêmes se font annihiler plus fortement au taux d'attrition. En fait, l'Imperium gagne sur ce côté-là. Alors la bataille va durer un petit peu de temps, mais ce qu'on voit aussi, c'est que Arkin en prend conscience, et on a 57 vaisseaux de ligne qui reviennent aider justement ce groupe du chaos pour leur porter secours. Et ce qu'il passe, c'est que justement là, le contre-amiral dit « Bon, je pourrais rester pour annihiler encore plus de vaisseaux, mais je préfère m'enfuir, garder mes forces en réserve, parce que de toute façon, même si j'en détruis, je sais que je perdrai l'ensemble des vaisseaux, et ce serait un sacrifice qui ne vaudrait pas le coup. » Donc, il va prendre la décision de s'enfuir
de faire un repli stratégique avant que justement les renforts ne soient arrivés. Alors malgré tout, bien évidemment, on imagine bien, alors c'est pas décrit dans les détails, mais on imagine bien que quand les vaisseaux commencent à faire demi-tour, enfin ce qui est assez amusant, c'est que les combats, encore une fois, de vaisseaux spéciaux, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Dans Warhammer 40 000, ça ressemble vraiment à des combats de bataille navale Première Guerre mondiale, je pense. Parce que on a vraiment, si le vaisseau se met à virer, à changer de place, il va être dans l'incapacité de pouvoir se défendre. Le temps qui tourne, les vaisseaux vont pouvoir le rattraper, etc. Alors que il y a tout un tas de séries de science-fiction où on voit que les vaisseaux sont beaucoup plus maniables et ils vont à des vitesses tellement élevées que simplement ils se retournent, ils repartent dans l'autre sens et ainsi de suite, et les combats sont un peu plus réels, je dirais. Maintenant, là on est resté sur quelque chose de très fantasmé, je pense, du combat spatial, avec vraiment plus un truc à la Albator, si vous vous rappelez, où les combats, la Albator, c'était sympa, mais enfin moi j'aimais beaucoup, évidemment, mais après quand vous voyez des combats, la The Expanse par exemple, là vous dites ok, je pense que là les combats spatiaux devraient vraiment beaucoup plus devraient beaucoup plus ressembler à ça. Et donc moi du coup j'ai toujours cette grille un petit peu de lecture. Toujours est-il que Borkil réussit à sauver un tiers des forces qu'il avait. Donc un tiers, c'est pas énorme, c'est quand même pas énorme, parce que déjà il n'y avait pas énormément, là ils n'ont plus qu'un tiers des forces, mais ça reste une victoire parce qu'ils ont fait perdre beaucoup plus de force au chaos que ce qu'ils ont perdu eux-mêmes, donc dans la balance, c'est quand même pas mal. En plus, on a des vaisseaux d'une des forces principales qui se sont déroutés pour revenir en aide, et ça les a forcément retardés, donc forcément la force qui va arriver d'Arkin, elle est amoindrie. Alors, je vais vous parler de Tchorkan. Tchorkan, c'est un seigneur démon et qui s'est emparé en fait de la lune. Vous savez que la lune au-dessus de Sangatera, quand il y a eu une éruption warp, elle s'est changée en monde démon. Et c'est Tchorkan qui en a pris possession. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que maintenant que c'est un monde démon, ça lui permet de lier en fait son essence à la lune en elle-même. Et comme la lune tourne autour de la planète, évidemment, comme il parsème en fait un petit peu de son essence, il est en train de créer des cercles immenses, psychiques, warp, magiques, autour de la planète, et ça lui permet de créer une sorte de zone d'accès avec un portail warp qui lui permet de pouvoir attaquer directement la planète. Voilà. Alors, j'ai le sentiment, pour l'instant j'ai pas encore lu l'information, vous le savez, j'ai pas encore lu tout l'ensemble du livre pour justement me laisser un petit peu de petites choses à deviner. On a l'impression que ça va pouvoir permettre peut-être quelque chose d'assez énorme en fait, et on imagine bien à l'échelle d'une planète, si vous êtes en train de créer un cercle hexagrammatique magique autour de la planète, je pense qu'il va être assez powerful. Donc voilà. Et donc ça, c'est le seigneur Tchorkan. En plus, lui, il sait qu'il est dans une position où les serviteurs humains des dieux du chaos vont venir forcément lui demander son aide. Parce que lui, il est présent, il est là au-dessus. Et puis, il sait qu'il va pouvoir en tirer des pactes qui vont être très très avantageux pour lui. Et c'est exactement ce qui se passe. Arkin, quand il arrive, il met ses vaisseaux un petit peu en orbite. Donc, il y a très peu de défense. Donc, hormis les défenses orbitales, elles sont quasiment toutes annihilées. Dès que la flotte arrive, on a même des cas où il y a des stations de défense qui se retournent les unes contre les autres, en se disant peut-être que si les forces du chaos voient que la station tire sur une autre station impériale, ils vont les épargner parce que les traîtres, ils ont trahi l'Imperium, donc du coup ils sont du côté du chaos, mais en fait non, Arkin il vaporise tout, il détruit tout, et j'aime bien parce que ça c'est un petit passage assez tragique en fait, où on a des impériaux qui trahissent leurs valeurs en disant peut-être qu'on aura la vie sauve si on tue nos potes, et puis Arkin fait et puis il détruit tout ça. Donc quand il arrive, il va vraiment répartir en fait ses vaisseaux. Et puis, il ne va pas directement faire un bombardement, il va attendre avant d'attaquer. Le Planet Killer vaisseau, vaisseau amiral, est-ce que c'est le vaisseau ? C'est le vaisseau sur lequel, en tout cas, est Arkin. Donc, il a choisi de le prendre pour le commandement. Il va le placer à un point d'équilibre, justement, entre la Lune et entre la planète. Et
il ne va pas attaquer tout de suite. Par contre, dès que ce dispositif est en place, eh bien, il va rentrer en contact avec Chor-Khan. Et alors on nous explique alors qu'ils sont chacun protégés l'un de l'autre par des sortilèges pour éviter justement le conflit entre eux, parce que c'est pas parce qu'ils sont du chaos qu'ils sont forcément potes, hein, au contraire même en fait, c'est vraiment une alliance de raison pour justement vaincre l'Imperium ici, mais voilà, s'ils peuvent se trahir, il y a aucun souci, hein. Ils sont pas vraiment alliés, mais ils sont alliés de circonstances, et évidemment, Arkin va demander l'aide à Chor-Khan, et il va y avoir un pacte qui va être scellé entre eux, donc avec des sacrifices, avec voilà, pacte de sang, etc. Et Chor-Khan va donner son assentiment et une marque, la marque de Chor-Khan. Donc c'est une marque que certains seigneurs du chaos vont recevoir. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous ne veulent pas recevoir cette marque. Typiquement, on a, je ne sais plus comment il s'appelle, je prends la petite anti-sèche. Voilà, Zeran Nettar, des Night Lords, qui dédaignent en fait cette marque-là. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que c'est une faiblesse. En étant justement en plus, alors bon, même les Night Lords, mais ils sont au sein de la Black Legion. Vous savez que la Black Legion, elle n'est pas un féodé, un dieu du chaos. Contrairement, par exemple, aux World Eater qui sont inféodés à Khorne, là, la Black Legion, elle a le sentiment, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, c'est le sentiment d'Abaddon, c'est la volonté d'Abaddon, ça c'est certain, d'utiliser les dieux du chaos dans leur ensemble pour tout ce qu'ils peuvent leur apporter, sans jamais donner en échange. Donc, recevoir justement une marque du chaos, s'inféoder à un seigneur démon, même si c'est pas un dieu tutélaire, ça reste, malgré tout, s'inféoder aux démons. Donc, ce n'est pas une chose qui est forcément acceptée. Arkin, lui-même, on ne sait pas s'il a... je pense que Arkin lui-même n'a pas... Enfin, même s'il a fait ce pacte, il n'a pas lui-même la marque de Chor-Khan. Donc, il la donne en fait à différents seigneurs. Et... on voit là aussi, c'est plus ou moins sous-entendu mais écrit un petit peu, c'est qu'il donne cette marque là aussi aux seigneurs qui se sont montrés les plus gourmands. Ceux qui ont réclamé bien beaucoup d'honneur, beaucoup de vaisseaux, quand ils étaient, enfin vous savez, quand ils ont traversé en fait le piège de Nashmoon, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu des prises de guerre, et Arkin en fait lui est resté vraiment très en retrait. C'est-à-dire qu'il n'a rien réclamé, il n'a rien pris alors qu'il y avait beaucoup à prendre, parce que il sait que sur Sangatera, il y aura beaucoup plus de choses, et que ça lui permet aussi de voir qui prend quoi, qui s'accapare les choses, qui a des visions de grandeur et qui va le menacer directement. Et donc voilà, tous ceux qui sont assez gourmands et qui veulent montrer à Arkin et par Arkin à Abaddon le fléau, qu'ils sont les plus efficaces, qu'ils sont dignes de recevoir le plus d'honneur, eh bien, vont prendre tout ce qu'ils peuvent. Et la marque de Chor-Khan, qui va être une marque qui va leur donner plus de puissance physique, plus de puissance avec les démons qui vont être alliés, qui vont venir interagir sur le champ de bataille, eh bien, voilà, c'est aussi ceux qui sont forcément le plus ambitieux. Donc, ce qui est à noter, c'est que, eh bien, bizarrement, dès qu'ils reçoivent, en fait, dès que le pacte est scellé, Arkin ordonne les frappes d'artillerie navale, donc c'est-à-dire qu'il y a un bombardement orbital des vaisseaux sur des points, mais sur la planète elle-même, il faut que je vous parle quand même de Sangatera, c'est que elle est à demi déjà attaquée par le Warp, c'est-à-dire que en dehors des conurbations urbaines, des défenses, enfin des bastions de défense planétaire, on a des zones qui sont déjà démoniaques en fait. Donc on nous décrit des lacs de lave avec des énergies ésotériques, des poils géants qui rongent le plastacier, des zones qui sont même hostiles aux forces du chaos, et que Arkin va essayer d'éviter autant que faire se peut. Parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, la force brute du Warp, elle n'est pas copine avec l'espèce marine du chaos. Donc, c'est une force dont il faut se méfier, et Arkin va essayer de détruire un maximum de choses pour préparer son invasion. Toutefois, là encore, ça répond à la question qu'on se posait plus ou moins un petit peu avec pourquoi le Planet Killer n'arrive pas à détruire la planète. Le but, c'est quand même de prendre cette zone-là pour en faire un avant-poste. Donc ce n'est pas de détruire la planète, mais de convertir en fait ses défenses
du côté du chaos pour les réutiliser toute l'infrastructure pour être une porte de défense pour le piège de Nashmoon, parce que faut imaginer aussi que ce qui marche dans un sens, à savoir que les forces du chaos viennent de l'Imperium Nihilus dans l'Imperium Sanctus pour envahir l'espace impérial, peut se passer exactement dans l'autre sens, à savoir que les forces impériales, la croisade Indomitus, toutes les forces, parce qu'il y a une force immense du côté de l'Imperium. On a toujours en fait ce sentiment, et c'est vrai que certains m'ont fait remarquer en commentaire, que l'Imperium est toujours en infériorité, et que l'Imperium est là en train de trembler, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Mais les croisades Indomitus, c'est des forces colossales. Dans les romans Necron, je sais plus comment il s'appelle, dans les romans Necron, il y a à un moment donné une dynastie extrêmement puissante qui se retrouve face à une croisade Indomitus, et pour eux c'est la fin des temps, quoi. Ça m'a marqué parce que les Necrons, vous savez, ils sont extrêmement arrogants. Pour eux, la galaxie leur appartient, rien ne peut leur arriver à la cheville, sauf qu'il y a un moment donné, eh bien, ils détectent qu'il y a une croisade Indomitus, une seule, pas l'ensemble de la croisade Indomitus, une des forces qui arrive, et en fait, pour eux, c'est la fin de tout, c'est... autant se suicider parce que de toute façon voilà, il y a une croisade qui arrive, et là on a vraiment cette vision que cette force est inarrêtable. Voilà. Et donc elle existe au sein de l'Imperium, faut s'en rappeler, et donc lui évidemment s'en rappelle, et faut rééquilibrer un petit peu les choses. Alors après, bien évidemment, comme un peu je dirais dans toutes les séries, dans tous les films, dans tous les romans, on a toujours le méchant très puissant. Et puis ouais, c'est toujours le côté tolkienisme, c'est-à-dire que on a la communauté de l'anneau, ils sont très peu face aux armées innombrables des deux tours. Vous voyez, on a toujours cette image-là, et voilà, les gentils quand ils s'allient, voilà, ils sont beaucoup plus compétents, donc ils vont essayer de faire le poids, et puis ils trouvent une petite astuce, genre jeter un anneau dans un lac de lave pour contrebalancer toute la force martiale des méchants. Là, on a toujours un peu ce système-là, mais c'est bien, encore une fois, de se rappeler que l'Imperium, peut-être, sans doute même, il a la force la plus importante. Le problème, c'est que elle est répartie, elle est dissolue dans l'ensemble de la galaxie du côté Sanctum. Donc forcément, voilà. Mais c'est important d'avoir cette zone-là, de garder la planète pour en faire une force de défense et un point fixe, en fait, de défense pour les forces d'Abaddon. Donc, il va frapper tout autour, mais laisser, en fait, cette zone, les infrastructures plus ou moins intactes pour les capturer. Et quand il les capture, eh bien, il y a différents stratagèmes. Alors, il y a un petit stratagème qui est assez amusant, c'est que on a une force, en fait, de Marine de la Peste qui avait prévu d'infester le monde à travers un portail warp avec une cabale qu'ils avaient introduit déjà depuis quelque temps. Le problème, c'est que bizarrement, en fait, alors le bizarrement, c'est le texte qui nous le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est étonnant, mais là on nous le dit bizarrement, cette cabale s'est trouvée attaquée et a été obligée de fuir dans les profondeurs du monde, ce qui fait que quand il matérialise en fait le sortilège pour faire apparaître les forces de la Death Guard, eh bien, ils se retrouvent vraiment retardés parce qu'ils sont tout au fond de grottes ou de caves, de choses comme ça, quoi, alors qu'ils avaient prévu d'apparaître bien au milieu des troupes, parce que le plan de base, c'était de faire en sorte que la cabale fasse une manifestation, et que cette manifestation donne lieu à l'invocation de ce portail, et que comme ça, les forces de la Death Guard arrivent directement au milieu de la ville. Là, eh bien, ils se retrouvent extrêmement retardés, et voire même, se retrouvent dans l'incapacité de repartir à la surface, parce que les forces de défense, étant donné qu'elles suivaient déjà ça, elles ont pu prévenir qu'il y avait des forces de la Death Guard qui arrivaient, et les renforts, avec ce goulot d'étranglement, eh bien, peuvent vraiment porter beaucoup de préjudice en fait à ces forces-là. Et on nous dit que ce qui est assez notable, c'est que justement, tous ceux qui avaient la marque de Tchor-Khan se retrouvent dans des situations malchanceuses. Ah oui, pas de chance, voilà. Une autre force devait avoir le soutien des Iron Warriors, mais pas de chance, le croiseur des Iron Warriors s'est trouvé détourné, donc ils n'ont pas eu ce soutien. N'ayant pas ce soutien, le plan ne s'est pas passé comme il voulait, etc. Malgré tout, ceux qui réussissent sont aussi ceux qui ont la marque de Tchor-Khan, parce qu'ils ont tellement de puissance en plus. Alors on peut imaginer que voilà, chaque Space Marine vaut 1,5 autres Space Marine qui n'a pas la... Enfin, il y a
gain de puissance, ils ont 30% de puissance en plus, je sais pas, vous pouvez imaginer quelque chose comme ça, eh bien, ils réussissent quand même malgré tout des exploits qui n'auraient pas été possibles sinon. Mais il y a ce prix à payer et c'est vraiment, c'est plus que sous-entendu, on nous dit, voilà, c'est quand même étonnant, c'est quand même assez notable que tous ceux qui ont la marque de Chorkan, ça se passe, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance quand même. C'est des fois quand vous faites votre partie, des fois vous n'avez pas de chance. Peut-être vous avez la marque de Chorkan, donc des fois vous faites des choses de folie, mais vous le payez parce que vous n'avez pas de chance. Alors là, peut-être certains se disent, mais qu'est-ce que fait Arkin depuis ce temps-là ? Eh bien, Arkin, en fait, il coordonne les assauts sur le Planet Killer. Il n'est pas encore venu sur la planète, pour l'instant, parce que lui, il se réserve la part la plus importante. La part la plus importante, c'est la conurbation alpha. C'est là où sont justement Junit, Cartovalnus, toutes les vraiment les instances dirigeantes de la planète. Et c'est là aussi où on a la voie de l'empereur. La voie de l'empereur, c'est cette batterie de défense orbitale. Alors, pour l'instant, elle n'a pas fait parler d'elle. Alors, je ne sais pas si... c'est étonnant, parce qu'on ne nous en parle pas plus que ça. On sait que les Guardians of the Covenant, donc les Space Marines successeurs des Dark Angel, ont pris à leur charge de défendre cette zone-là parce que c'est la défense, enfin c'est une zone vraiment importante, tandis qu'ils savent qu'ils n'auront pas de défense spatiale, ils n'ont plus de défense spatiale, les flottes ont été réparties et sont plus ou moins enfuies pour essayer d'harceler un peu les forces du chaos. Leur seule défense contre les vaisseaux, pour essayer de les atteindre, c'est cette grande batterie de défense. Mais pour l'instant, elle n'a pas fait parler d'elle. C'est-à-dire que j'ai pas lu, j'ai lu plusieurs fois, il n'y a pas de moment où elle tire et elle détruit des vaisseaux en fait. Donc je sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ça reste un point assez important, ça reste un point que World Claimer a envie de détruire, c'est logique. C'est logique, mais comme du coup ça n'a pas d'impact, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit paragraphe où on nous dise que bah voilà, cette batterie voie de l'empereur créerait des dommages colossaux sur les forces d'Arkin et que c'était extrêmement important qu'il s'en empare. Là, bon, on dit juste que c'est important qu'il s'en empare, mais sans donner la petite contrepartie. Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que l'inquisiteur Cartovalnus, lui, eh bien, il est sur la défense, enfin on le savait déjà, mais il est sur la défense de la tour de communication astropathique et que depuis qu'il a renforcé en fait cette zone-là, il ne fait que rester avec les astropathes pour envoyer des messages sur les autres forces inquisitoriales. Et que on nous dit qu'il a décidé que le piège de Nashmoon ne pouvait pas rester ouvert et qu'il avait pris la décision de le fermer. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Quel moyen a-t-il de fermer ce piège ? Est-ce que peut-être on peut imaginer que ce qu'il a décidé, c'était de simplement faire l'exterminatus sur la planète de ce côté-là, et que ça allait lui permettre justement de fermer le piège. Est-ce que c'est Evigdus d'un côté et Sangha Terra qui maintiennent le piège de Nashmoon ouvert ? J'avoue, je sais pas trop, mais c'est pas extrêmement clair, mais on peut imaginer que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle à l'aide les autres ordres inquisitoriaux pour venir peut-être faire un exterminatus sur la planète et puis fermer cette voie de communication. Tant pis pour l'Imperium Nihilus de l'autre côté. Voilà, donc c'est en tout cas ce que lui cherche à faire. Et puis donc on a donc les forces des Night Lords, elles, qui passe à l'attaque. On a Arkin aussi qui lui passe à l'attaque pour essayer de détruire ces zones-là. Alors, du côté de l'Imperium, on a à noter le Princept Drantor de la Legio Tempestor qui a des titans sur place. Alors, a priori, c'est les seules forces de titans qu'on va avoir parce que du côté du chaos, on a Mandracor qui sont des chevaliers du chaos. Bon, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir des titans, mais il y a quand même beaucoup de chevaliers. Donc on ne sait pas exactement combien il y a de force. On nous dit que c'est un manipule fortis de titans de la Légion Tempestor. Combien ça représente de titans exactement ? Je sais pas la formation. Et voilà, du coup, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, ça reste une force assez importante et qui va avoir un poids pour l'Imperium, parce que déjà, elle oblige les forces du chaos à se matérialiser, ou en tout cas à atterrir bien plus loin que les zones qu'elles défendent. Et du côté de l'Imperium, donc Junit, elle, eh bien, elle n'est pas au front. En fait, elle a envie d'aller au front, et c'est une combattante émérite, donc elle a envie d'aller lutter elle-même, de mettre les mains dans le sang du chaos, mais
elle sait que c'est beaucoup plus important qu'elle coordonne les défenses et que même ses capacités martiales ne feraient pas la différence et qu'elle ferait beaucoup plus la différence en restant un peu loin du front à coordonner en fait ces défenses-là. Et c'est ce qu'elle va faire dans un premier temps, en tout cas dans cette première partie, coordonner un peu les choses. Alors, on voit que du côté de l'Imperium, chacun s'est donné un peu une mission. On l'a aussi pour les forces du chaos. Et on va aller s'occuper de Zeran Nettar, l'Écorchène, donc celui qui dirige les Night Lords, qui va attaquer la tour astropathique. Alors, juste avant, eh bien, il a dans son arsenal les affreux-missiles. J'en ai déjà parlé un petit peu. Les affreux-missiles, là, on a une description de ce que c'est un affreux-missile. Tout simplement, dans un premier temps, alors, recette de cuisine de l'affreux-missile. Vous prenez des psycheurs impériaux. Voilà, vous les tourmentez, vous les torturez, et vous prenez, en fait, leur colonne vertébrale, vous les écarissez en fait alors qu'ils sont en train de crier, mais vous les laissez en vie suffisamment pour prendre en fait la plupart de leur corps, enfin de leur colonne vertébrale, de leurs nerfs, de leur cerveau, etc. Enfin, vous gardez les constituants qui les permettent de les garder en vie et vous les soudez les uns avec les autres en formant une boucle. Ce qui fait que vous obtenez un anneau, une sorte de donuts de psycheurs impériaux. Je vous le dis comme ça parce que sinon ce serait trop horrible, il y a des cauchemars. Là, je me permets de le faire de façon rigolote pour que vous puissiez dormir la nuit, hein. Pensez à ça. Donc vous faites des donuts de psycheurs impériaux, vous continuez à les torturer, leur donner des visions d'horreur, afin que leur peur circule dans l'anneau. Ce qui fait que un a peur et transmet sa peur instantanément à l'autre, qui la décuple, qui la transmet à l'autre, qui la décuple, et ça tourne, et ça s'amplifie. Le premier reçoit à nouveau toute son horreur remultipliée par tous les autres psycheurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ces anneaux, vous allez en mettre une bonne dizaine dans une ogive. Dans cette ogive, ensuite, vous mettez des fluides pour les maintenir en vie. Vous rajoutez des cendres warp, c'est-à-dire les résidus qu'on peut gratter sur les coques quand il y a eu des translations warp. Donc c'est ce qui s'appelle des cendres warp. Vous rajoutez des cercles de protection, etc. Vous mettez ça en stase. C'est-à-dire en gros vous mettez ça au frigo pendant quelques temps et quand ça sort, pouf, vous envoyez ça avec de l'explosif pour faire détonner ça. Et c'est ce qui se passe. Donc on a Zeran qui envoie son affreux-missile. Alors l'affreux-missile, on nous dit que c'est quand même une dépense considérable en temps, en énergie, en ressources. Donc il y en a très peu. Les seuls qu'il a sont sur son vaisseau amiral, le croiseur modifié, le Holo de classe Slaughter, et il n'y en a que très peu. Il va en utiliser un, justement au-dessous de la tour de l'astropathique, et l'idée c'est de le faire exploser au-dessus, pour que toutes les cendres en fait se répartissent et que l'horreur prenne le pas. Et c'est ce qu'on va avoir. On va avoir un nuage de poussière warp, de forme d'ombre, de nuage d'ombre, qui va à contre-vent, donc qui n'est pas soumis aux lois matérielles, parce que voilà, on voit vraiment que ça va contre le vent, et toute cette zone-là va faire perdre pied aux défenseurs impériaux. Alors bien sûr, il y a eu l'explosion qui a créé des dommages, mais les vrais dommages sont l'accablement de l'âme des défenseurs, parce que tous, soit ont des commotions cérébrales, se suicident, perdent la tête, perdent leur esprit. Donc c'est ce qui fait que les défenseurs, voilà, ils sont plus en état de se défendre. Les Night Lords arrivent, et ce qui s'est passé aussi, c'est que Cartavolnus, qui était auprès des astropathes, les astropathes, eux, ont pris encore plus de dommages, étant donné que toute cette peur, toute cette horreur, ils l'ont ressentie de façon encore plus amplifiée, et on nous dit que des énergies noires sont sorties de leur corps, et à l'unisson, un éclair noir a détonné de leur bouche et a détruit en fait cette tour-là. Cartavolnus s'en est sorti, aussi incroyable que cela puisse être, il s'en est sorti, et il s'est retrouvé au pied de la tour, incapacité, endommagé, mais dans la capacité quand même de se déplacer, de s'enfuir. Et il a réussi à s'enfuir avec la plupart de ses fidèles, les vétérans,
les vétérans qui ont su dominer cette peur pour quand même aller au-delà, retrouver le maître, l'inquisiteur Cartavolnus et l'extraire des décombres pour justement qu'il puisse s'enfuir. Et voilà, donc d'un autre côté, donc voilà, victoire assez facile des Night Lords. Arkin Worldclaimer, lui, en fait, il s'est attaqué au spatioport. Donc là aussi, il n'y a pas grand-chose qui nous est donné. On sait simplement qu'il a complètement éradiquer les défenseurs du spatioport et que le spatioport appartient maintenant aux forces du chaos, qu'il a planté sa lance dans Vigilus, dans le spatioport, et qu'il nous reste maintenant que, pour l'instant, 2 endroits à défendre. Donc le bastion du préfectus, c'est-à-dire l'endroit où on a vraiment Junit, qui coordonne en fait les défenses, et puis la voie de l'empereur, c'est justement ces canons de lutte antispatiale. Alors, bien évidemment, Junit, voyant ça, se dit que voilà, il est temps de sortir. Alors, elle voit que tout autour d'elle, les défenseurs commencent à perdre pied, à paniquer. Alors, ce qui la rassure, ou plutôt ce qui lui donne de la fierté, c'est de voir que toutes ses consoeurs, elles, par contre, acceptent leur sort, en fait. Donc, bien sûr, peu de chances de victoire, forcément. Toute la planète étant entourée des forces du chaos, les défenseurs tombant au fur et à mesure. Je pense pas pouvoir arrêter les choses. Maintenant, elle se réconforte dans l'idée que c'est ce que demande l'empereur. L'empereur leur demande ce sacrifice, leur demande de retenir les forces du chaos le plus longtemps possible, et elles savent que mourir pour le service de l'empereur, il n'y a rien de plus beau, et que c'est leur façon de servir au mieux l'empereur. Maintenant, elle voit que parmi les serviteurs, ceux qui ne sont pas justement des sœurs de bataille, doutent un peu. Et en fait, elle sent une rage monter au fond d'elle contre justement ceux qui devraient se rendre à l'évidence que l'empereur leur demande de se sacrifier et que c'est un plaisir, un idéal de se sacrifier pour l'empereur. Mais on nous dit que c'est ce qu'elle pensait vraiment dans sa jeunesse, mais le temps et l'expérience lui ont appris que ce qui était suffisant pour une sœur de bataille n'était pas forcément suffisant pour les simples mortels qui n'étaient qu'au service de l'empereur. Et elle doit leur montrer, et du coup elle leur fait un petit discours. Donc elle leur dit: le doute est un mal que la vraie foi guérit. Vous et moi avons le devoir envers l'empereur Dieu de sauver l'un de ces mondes. La mort viendra, pour beaucoup, mais c'est un honneur sacré que de périr en ayant terrassé le xéno et le mutant et le sorcier et l'hérétique. Voilà. Et elle leur dit: je m'en vais affronter ceux qui voudraient profaner ce lieu et protéger vos âmes afin que vous en protégiez d'autres. Je m'en vais livrer une bataille, vous tous veuillez à poursuivre cette guerre. Voilà. Et on s'arrête là pour ce chapitre-là. Donc, ça se passe mal. Évidemment, ça se passe mal pour l'Imperium. On ne pouvait imaginer autrement. Comme je vous l'ai dit, toujours dans les séries, ce genre de choses, ça se passe comme ça. Dans un premier temps, vous avez, on va dire, les gentils qui sont équilibrés. Parce que qui nous dit que l'Imperium, c'est les gentils au final? Ça se trouve, le chaos, voilà, c'est eux qui ont vu la vraie chose, la vérité. Si on repense à Fabius Bill, lui, il a une autre vision. Il ne pense pas que c'est le mal et faire le mal, mais il pense que c'est une bonne chose, en tout cas, d'utiliser les forces du chaos. Voilà, mais en tout cas, pour en revenir à ce premier passage, c'est un petit peu sans surprise, les forces du chaos l'emportent. On a des descriptions quand même des armes, l'affromissile par exemple, ça c'est vraiment assez sympathique d'avoir cette description. Encore une fois, que je vous ai édulcoré pour que vous puissiez dormir la nuit. N'y pensez pas trop justement la nuit, mais en tout cas je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ces choses qui se mettent en place. Alors qu'est-ce qui va pouvoir changer les choses? On a encore quelques forces impériales dans l'espace. Bon, est-ce qu'ils vont pouvoir contrer les choses? Non, parce que déjà, on sait que simplement 57 vaisseaux de plus, il y a des milliers de vaisseaux, 57 vaisseaux de plus qui arrivent, ça suffit à les mettre en déroute, parce qu'ils savent qu'ils vont pas pouvoir faire le poids. Donc quand ils vont être face à l'armada de milliers de vaisseaux qui est autour de Sangatera, avec le Planet Killer au minimum, ça va pas pouvoir se passer. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer une force qui viendrait de l'Imperium, peut-être, pour équilibrer les choses avec une guerre spatiale, peut-être. Ce qui est à noter, c'est que l'état-major justement impérial a décidé d'envoyer les vaisseaux loin de la planète. Et vous me dites, mais pourquoi? Tout simplement pour ne pas qu'ils se transforment en projectiles et en mégatonnes d'acier qui viendraient s'écraser tels des météorites et créer énormément de dommages. Vous vous rappelez que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais voilà, les vaisseaux qui s'écrasent sur la planète,
bah, c'est quelque chose qui va créer bien plus de dommages, hein. Vous écrasez un croiseur impérial, c'est bien pire qu'un bombardement. Donc voilà, donc nous ne voulons pas créer ce problème-là. On a mis les vaisseaux assez loin. Sur Sangatera, qu'est-ce qui peut aider? Je sais pas, alors, il y a des petites pistes, hein. On peut imaginer peut-être qu'en effet, le démon Korshan, est-ce qu'il s'appelle bien Korshan? Je vérifie. Tchorkan, je savais, Tchorkan, peut-être qu'il va trahir à un moment donné Worldclaimer, peut-être. On nous dit qu'il ne trahirait sûrement pas Abaddon, mais que Worldclaimer, peut-être. Donc il peut y avoir ce moment de trahison, ou en tout cas que le fait de bannir peut-être Tchorkan, avec, on peut imaginer un inquisiteur qui soit appelé par Cortovalnus, qui soit de l'Ordo Malleus, qui vienne lutter contre Tchorkan et le tuer, et que forcément tous ceux qui avaient sa marque disparaissent ou fassent preuve d'extrêmement de malchance et du coup glissent sur des pots de banane, sur des épées énergétiques. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais est-ce que ça va arrêter Arkin Worldclaimer? Rien que lui. Est-ce que ça va arrêter Zerkan le Night Lord? À lui seul aussi. Ce sont des forces assez difficiles à maîtriser. La maison Mandracore, avec les chevaliers renégats. Bon voilà. Alors, ce qui est une force assez importante. Enfin, il y a plusieurs forces du côté de l'Imperium. On a les sœurs de bataille, voilà, avec Junit à sa tête. On a la Légion Titanique, qui peut être la Légion Tempestor. Ah, ça peut être un impact assez fort. Et on a les forces de Space Marine, qui pour une fois sont dans une bonne proportion. En fait, souvent, on a d'énormes forces de Space Marine qui défendent les astroports, les forces terrestres, etc. À tel point qu'on a l'impression qu'il y a plus de Space Marine qu'il y a d'êtres humains, enfin, qu'il y a d'humains non modifiés à la surface de la planète. Alors là, vraiment, les forces de Space Marine, elles sont vraiment très peu, et on les a regroupées à un endroit pour justement maximiser leur efficacité pour qu'ils défendent la voie de l'Empereur. Alors, est-ce que ce vaisseau, enfin, est-ce que ces canons, la voie de l'Empereur, vont pouvoir, je sais pas, détruire le Planet Killer, je sais pas. En tout cas, c'est encore étonnant qu'on les entende pas tirer. Voilà, on se rend pas compte de leur puissance. Donc voilà, si vous avez des pronostics, n'hésitez pas. Normalement, si vous regardez cette vidéo dans les temps, c'est-à-dire quand je la sors ce jeudi-là, le bouquin n'est pas encore sorti, donc vous pouvez aller vous lâcher dans les pronostics parce que vous n'êtes pas censé l'avoir lu. Donc voilà, c'est le moment justement assez sympa où on peut faire des pronostics. Tout en sachant qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Moi non plus, hein, j'ai pas lu la suite, donc je ne sais pas ce qui va se passer. La suite de la vidéo, c'est jeudi prochain. Elle sortira un petit peu en avance pour ceux qui sont sur Tipeee, parce que de toute façon, comme je vais à Cannes, je pourrais pas la sortir le jeudi. Donc voilà, si vous voulez la suite plus vite, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. C'est aussi ce qui me permet, encore une fois, hein, je vous le dis toutes les semaines, mais c'est vraiment important à noter, c'est ce qui me permet moi de vivre, hein, c'est pas les vues sur YouTube, ça rapporte vraiment très peu de sous-sous, et il faut des sous-sous. Donc les sous-sous sur Tipeee, c'est beaucoup plus pondérant que les vues sur YouTube. Hein. Une vue YouTube, je sais plus, mais on était à 2,50 € je crois, de tête, là, les 1000 vues. Donc vous voyez si ça fait... Et encore, c'est du brut. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais dites-vous que Tipeee, c'est vraiment un poids assez pondérant pour le soutien de la chaîne. Voilà, merci à vous tous en tout cas, et puis j'espère que ça vous plaît et que vous avez fait vos pronostics, vous allez faire en tout cas tout de suite vos pronostics en commentaire pour essayer d'imaginer comment l'Imperium va s'en sortir, ou est-ce que l'Imperium ne va pas s'en sortir et que on va perdre Junit, on va perdre Cartovalnus, on va perdre les Space Marines, toute la planète, je sais pas, on verra. En tout cas, on voit ça en commentaire. Allez, à bientôt, salut à tous.